Salut tout le monde et bienvenue dans le 9e épisode de Mémoire d'un vieux geek consacré à la science-fiction. Alors quand on parle de science-fiction, on a un petit peu tous les sons de cloche. Il y a énormément de sous-genres dans la science-fiction. On va parler du space-up, on va parler des séries temporelles, on va parler de dimensions parallèles, de choses comme ça. Mais il y a aussi pas mal de gens qui vont mélanger aussi tout ce qui va être séries fantastiques ou œuvres fantastiques, d'ailleurs de manière générale, je dis série, c'est pas forcément ça. Là moi je vais essayer vraiment de me concentrer uniquement sur la science-fiction, et je vais vous parler donc voilà de ce qui m'a marqué, évidemment, c'est un peu le concept de l'émission. Et, euh, et donc voilà, je suis obligé, c'est normal, de commencer par Star Trek. Alors Star Trek, c'est pas la première œuvre. Alors, je vais parler vraiment de la saga, de la franchise hein, Star Trek. Je parle pas des nouvelles séries ou des anciennes, vraiment Star Trek dans son ensemble. Star Trek m'a évidemment beaucoup marqué. Et pourtant, je l'ai découvert sur le tard. Alors quand je dis sur le tard, c'est il y a à peu près une dizaine d'années. Euh, Puisque du coup, en France, alors ça va être d'ailleurs assez général, la science-fiction, c'est pas facile à percer. Voilà, on en a eu un petit peu à la télé, bien sûr. On a des films qui passent, on a des séries qui passent. Mais globalement, on a très peu de rediffusion. À part sur certaines œuvres, voilà, les Star Wars repassent une fois de temps en temps, certains films, la soupe aux choux aussi beaucoup pour la science-fiction à la française. Mais un peu plus sérieusement, c'est vrai que voilà, les séries Star Trek, pour prendre l'exemple, bah, elles sont passées une fois à la télé en France, peut-être une deuxième dans les années 80-90, et encore je suis pas tout à fait sûr. Et depuis, bah, si on n'a pas Netflix, bah, c'est mort. Alors pourquoi ça? Je pense qu'il y a... Après c'est moi, hein, c'est vraiment mon ressenti personnel, mais je pense qu'il y a cette impression d'œuvre enfantine. Voilà, c'est la science-fiction, c'est pas vrai, ça se passera jamais. Bon allez hop, on va leur diffuser ça une fois et hop, on n'en parle plus. Je sais pas, c'est peut-être qu'une impression, mais ça donne un petit peu cette vision-là. I have been, and always shall be, your friend. On a quand même énormément d'œuvres qui sont quand même zonées, qu'on peut trouver en français, ou au moins en VOST, et donc on peut quand même en découvrir énormément. Alors pourquoi moi Star Trek m'a énormément marqué? C'est très simple, c'est que ça a complètement changé ma vision de la vie, en fait. Ma vision de voir la science-fiction, bien sûr, mais aussi la vie en général. On est dans une société utopique, où il n'y a plus de monnaie. Par exemple, donc, dans la fédération, en tout cas, il n'y a plus de monnaie. Ils ont une monnaie qui permet de commercer avec d'autres peuples extérieurs à la fédération, mais au sein de la fédération, il n'y en a plus besoin. Il n'y a plus de maladies, ou en tout cas très très peu, en tout cas des maladies venues de l'extérieur, donc il faut continuer de soigner malgré tout. Il y a quand même des chirurgiens, parce que ben, les gens peuvent se casser quelque chose, évidemment. Mais en fait, en mettant toutes les ressources en commun de toutes les planètes, ben, on en est arrivé à détruire les maladies. Voilà, en fait, moi, ce que ça a changé en moi, c'est qu'en fait, même si j'en étais déjà convaincu, ça a appuyé le fait que, en se mettant tous ensemble, on arrive à faire les choses bien mieux qu'en faisant les choses tout seul. Et en fait, c'était ça. Cette idée même de la Fédération des Planètes Unies dans Star Trek, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va allier les possibilités des uns et des autres. Et en fait, au final, ben, on va réussir à faire quelque chose de grand, de mieux, de meilleur. Voilà. Et même dans les séries actuelles, alors elles sont un petit peu moins optimistes. Voilà, il se passe pas mal de trucs très négatifs et tout, parce que c'est un peu dans l'air du temps dans les séries actuelles. Il faut voilà, des grosses catastrophes, histoire qu'il y ait vraiment un truc intéressant à creuser derrière. Mais finalement, dans les anciennes séries qui étaient, elles, très épisodiques, donc on avait souvent un petit fil rouge, mais on avait pas mal d'épisodes qui étaient en fait très disparates, qu'on pouvait presque regarder dans le désordre, c'était pas forcément gênant. Mais on allait rencontrer un peuple qui avait en fait une civilisation qui fonctionnait d'une manière complètement différente de ce qu'on connaît, et qui fonctionnait finalement pas mal. Et en fait, voilà, je pense qu'en fait, c'est ça qui m'a intéressé, et c'est ce que j'ai retrouvé également dans Stargate. Alors Stargate, c'est une autre franchise colossale, alors moins longue que Star Trek. Star Trek, on en est rendu à 8 ou 9 séries. J'ai plus donc la série originale, la série animée, il y avait donc ensuite Nouvelle Génération, Deep Space Nine, Voyager, Enterprise, Discovery, Picard, et donc d'autres ont été annoncés, comme si il y a Short Treks aussi, il y a... Je sais plus, bon bref, ça n'a pas d'importance. Il y a vraiment, c'est une énorme franchise.
Stargate, c'est un petit peu plus petit, mais ça reste quand même une énorme franchise. Et en fait, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Alors du coup, Stargate, j'ai découvert avant, comme beaucoup de monde, dans la trilogie du samedi à l'époque, sur M6, puisque du coup, on avait la chance en France d'avoir la trilogie du samedi. C'était l'une des premières fois, en tout cas pour nous en France, qu'on pouvait découvrir des séries fantastiques ou de SF. On en avait 3 tous les samedis pendant plusieurs années, et c'était vraiment génial. Ça nous permettait de découvrir des choses qu'on voyait jamais sinon à la télé. Alors parmi les séries géniales qui sont passées quand même dans la trilogie du samedi, Stargate SG1 bien sûr, il y avait Buffy contre les vampires, il y avait, je crois qu'il y avait Roswell, on a eu le Caméléon, on avait ce genre de séries qui étaient vraiment des séries excellentes. Beaucoup plus dans Stargate SG1 à l'époque, c'était ce côté exploration. Alors souvent ce qui est reproché un petit peu à la franchise Stargate, c'est le côté un peu plus militaire que dans Star Trek, puisque du coup dans Star Trek, voilà, c'est pas l'armée qui dirige le truc, donc voilà, Starfleet c'est quelque chose d'indépendant. Mais dans Stargate SG1, évidemment, c'est l'armée qui a la main mise sur la porte des étoiles, qui permet de se rendre un peu partout dans la galaxie, puis au fil du temps, même dans d'autres galaxies. Et voilà, ça a dérangé un petit peu certains, mais malgré tout, c'est quand même une franchise qui a eu énormément de succès, et pour cause, c'est qu'elle aussi, elle permettait en fait de découvrir plein de nouveaux peuples, plein de nouvelles civilisations auxquelles on n'avait pas pensé, ou des modes de fonctionnement, comment vous expliquer, par exemple, on a certains peuples comme les Nox, qui sont totalement non violents. C'est quelque chose qui est ancré aussi chez nous. On a plein de gens qui sont non violents, et c'est très bien. Je dirais même que c'est vers ça qu'il faut tendre. Et pourtant, ça n'empêche qu'il y a des guerres perpétuelles sur Terre. Parce que du coup, notre société reste une société violente. Si elle n'est pas violente physiquement, elle est violente moralement, elle est violente dans le travail, elle est violente dans la façon dont les gens vont se comporter les uns avec les autres. Eh bien, chez les Nox, il n'y avait absolument aucune violence. Et du coup, c'est un peuple qui avait énormément évolué, puisque du coup, à partir du moment où on se tape plus sur la gueule, c'est bizarre, mais on prend vachement le temps pour créer des choses plutôt que de les détruire. We're afraid for you. Before you go, O'Neill, there is something we would have you see. Oh my God. Fear not. Maybe one day you will learn that your way is not the only way. Et bien voilà, moi dans Stargate, c'est ce que j'ai aimé et que j'ai retrouvé plus tard dans Star Trek, même si finalement, chronologiquement, c'était sorti avant. Alors Stargate, donc 10 saisons pour Stargate SG1, 5 saisons pour Stargate Atlantis, qui se passe donc dans la galaxie de Pégase, puis 2 saisons, malheureusement seulement 2 saisons pour Stargate Universe, et c'est vraiment dommage, puisque je pense qu'il y avait énormément de potentiel dans Stargate Universe. Le synopsis, donc voilà, une équipe très hétéroclite se retrouve bloquée sur un vaisseau qui est en route vers le fond diffus cosmologique. Alors pour ceux d'entre vous qui ne savent absolument pas ce que c'est la zone la plus ancienne de l'univers. A priori, en tout cas, hein, dans ce qu'on sait actuellement, le fond diffus cosmologique donc serait a priori la zone la plus ancienne, et donc a priori aussi la plus froide de l'univers, ce qui expliquerait pourquoi c'est la plus ancienne. Et en fait, donc ce vaisseau serait en route depuis 1 million d'années pour essayer de voir ce qui s'y trouve, puisqu'il aurait donc normalement décelé un signal qui proviendrait de cet endroit-là, donc certainement d'une civilisation qui daterait de l'époque du Big Bang, en tout cas de juste après le Big Bang. Et en fait, il se retrouve bloqué sur ce vaisseau, à l'autre bout de l'univers, sans aucun espoir de retour. Donc là, c'était beaucoup plus de la survie plus que de l'exploration. Mais en fait, ils étaient tellement loin, en fait, les mondes qu'ils découvraient étaient forcément différents d'une autre et de ceux qu'on avait déjà vus. Et en fait, j'ai adoré ça parce que en fait, c'est un concept
qu'on avait très peu vu, un petit peu dans Stargate Voyager, parce que c'était un petit peu ce qui se passait dans Voyager, il se retrouvait à l'autre bout de la galaxie, et donc il faisait un voyage retour vers le quadrant alpha dans Star Trek Voyager. Mais là, il n'y avait même pas de voyage retour possible. Il y avait bien des tentatives, mais soyons clairs, ils savaient à peu près qu'ils étaient perdus. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est-à-dire en fait ce côté, on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a sous la main, on a un vaisseau, on a des ressources à bord du vaisseau, et on a des ressources sur les planètes qu'on va croiser avec le vaisseau, et il faut qu'on arrive à se démerder avec ça. Et j'ai beaucoup aimé ça, ce petit côté justement, ça se passe dans l'espace, et en même temps il y a le petit côté survivaliste. Et ça, on le retrouve aussi dans une autre série. Donc là, pour moi, c'est le must du must, même si voilà, je suis un fan absolu de Star Trek et de Stargate, comme je vous l'ai dit juste avant. Mais je pense clairement que la série la plus aboutie, pour moi, de toute l'histoire de la science-fiction, pour l'instant, reste Battlestar Galactica. Alors je parle du remake du début des années 2000, la série des années 70, donc fin 70, je crois que 78, un truc comme ça, ou 77, elle était clairement très loin en dessous, alors elle n'est pas mauvaise, hein, pour ceux qui se remettent dans le contexte de l'époque, elle était finalement pas si mal que ça. Mais alors le remake, c'est incomparable. Alors on entend des rumeurs sur un nouveau remake, et c'est vraiment pour moi dommage, puisque pour moi, quand on fait un remake, alors déjà je suis pas vraiment favorable au remake, j'en ai déjà parlé, mais quand on fait un remake, c'est parce qu'on est sûr de vraiment pouvoir faire mieux que ce qu'il y avait avant, et là vraiment je vois pas comment on peut faire mieux que cette série, à part peut-être visuellement éventuellement, mais scénaristiquement, dans le jeu des acteurs, ça, c'est absolument parfait. Pour moi, il n'y a rien à acheter. Alors certes, la saison 1 est assez longue à démarrer, puisque c'est vraiment une saison de mise en situation, mais à partir de la saison 2, waouh. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu Battlestar Galactica, ou qui se sont arrêtés dans la saison 1, parce que voilà, c'était un peu long à démarrer, pour vous, pour votre santé mentale et pour votre culture, regardez Battlestar Galactica. Voilà, c'est un conseil, vous en faites ce que vous voulez. Alors pourquoi Battlestar Galactica reste l'une de mes séries SF préférées? C'est parce qu'en fait, il y a ce côté survie qui est omniprésent. À chaque début d'épisode, il y a une espèce de compteur des morts, hein, dans le générique de l'épisode, et on voit en fait le nombre de survivants à la race humaine. En fait, donc, le synopsis est très simple, hein, les humains habitent sur 12 colonies, qui sont en fait nos signes du zodiaque, tout simplement. Donc Aquarius, Verseau, ainsi de suite, Caprica pour le Capricorne, ainsi de suite. Donc les noms des 12 planètes sont en fait nos signes astrologiques. Et il y a un mythe qui prétend qu'une 13e colonie existe sur une planète qui s'appelle la Terre, et que depuis la Terre, on peut observer les 12 autres colonies qui sont beaucoup plus loin. Donc en fait, les 12 sont assez proches les unes des autres, hein, bien sûr à l'échelle de l'espace. Le côté proche est très relatif, bien évidemment. Et la Terre, elle, est extrêmement loin. Et en fait, suite à une attaque de Cylons, donc les Cylons sont des robots qui ont été créés par les humains pour leur servir d'esclaves, hein, soyons clairs. Et en fait, ils se sont rebellés. Oui, des robots qui se rebellent, bon, ça, on a déjà vu ça dans la science-fiction, mais là, du coup, on les a pas vus depuis une quarantaine d'années. Et au moment où ils réapparaissent, en quelques jours seulement, ils détruisent les 12 colonies. Ils détruisent tout. Ce qui fait qu'en fait les survivants sont très rares, et ils sont à bord donc, de l'unique vaisseau de guerre rescapé, le Battlestar Galactica, un vieux vaisseau qui n'est pas forcément en très bon état, et de quelques vaisseaux civils donc, qui vont être l'escorte en fait. Et en route vers la Terre, parce que du coup il n'y a plus rien d'autre. Soit c'est un mythe, et du coup on erre dans l'espace indéfiniment, soit c'en est pas un, et on essaye de le trouver. Voilà, et moi j'ai adoré ça, les jeux d'acteurs sont géniaux, surtout qu'en fait, ce qui était à mon avis le plus dur à jouer là-dedans, c'est que chaque personnage ne sait jamais s'il va finalement survivre. Il ne sait pas s'il ne sera pas dans les prochaines victimes des Cylons qui continuent de pourchasser les humains, hein. Ils ont vraiment prévu de les exterminer complètement. Donc même cet unique vaisseau rescapé, il continue de l'attaquer, et en fait, chacun d'entre eux doit jouer la peur, l'appréhension. On sait qu'on a de moins en moins de vaisseaux, les petits Vipers, tout ça, pour contrer les Cylons. Il faut réparer, il faut former des nouveaux pilotes parce que les anciens sont morts. Et c'est vraiment ce jeu de la survie et de sauvegarde de l'espèce humaine. Et j'ai vraiment, vraiment trouvé ça magnifique. Le dernier épisode est tout simplement l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la télévision, à mon sens. So what about you?
What are you gonna do? Today is the first day of the rest of your life, Lee. Well, I always thought when this was all done, I would, kick back, relax, spend the rest of my days doing the absolute minimum humanly possible. And now that you're here, I want to explore. I want to climb the mountains. I want to cross the oceans. I want to... Guys, I can't believe I'm saying this. It sounds so exhausting. I must be crazy. Alors, on ne peut pas parler de science-fiction si on occulte totalement les œuvres littéraires. Ce serait malhonnête, et ce serait surtout une très grosse erreur. Alors, pour moi, la science-fiction, dans les romans, dans les œuvres littéraires de manière plus générale, je n'ai malheureusement pas tout découvert pour une raison très simple, c'est que je lis très lentement. Alors, j'en ai beaucoup de livres, et je lis très lentement, donc je ne suis pas très à jour. Pour moi, l'un des précurseurs reste l'un de mes auteurs préférés, Jules Verne. Pareil, si vous n'avez jamais lu Jules Verne, c'est un très grand tort, il faut absolument rattraper ça. Alors j'ai pas lu tous ces livres parce que certains ne sont pas faciles à trouver, mais j'en ai lu vraiment beaucoup. Alors certains ne sont pas forcément de la science-fiction, mais on va dire il avait toujours cette volonté d'utiliser, on va dire, les technologies de l'époque, ou en tout cas celles qui étaient sur le point d'émerger à son époque, pour créer quelque chose. Par exemple, dans le Tour du Monde en 80 jours, c'est pas du tout de la science-fiction, mais il va utiliser voilà, le voyage en ballon, pour expliquer justement qu'on va aller vers un monde qui va aller de plus en plus vite. Finalement, ça veut juste dire ça. Mais en même temps, quand il a écrit De la Terre à la Lune, ça semblait totalement improbable qu'on aille un jour sur la Lune. Et finalement, 70, peut-être 80 ans après, j'ai plus la date de sortie du livre, mais finalement c'était le cas. Quoi qu'en disent ceux qui pensent que ça a été tourné dans un studio hollywoodien. 20 milieux sous les mers, à l'époque où il a écrit ça, le concept même de sous-marin n'existait pas. Et pourtant, quelques décennies plus tard, des sous-marins, il y en avait partout dans le monde. Voilà, donc pour moi c'était ça. C'est-à-dire qu'en fait, il était précurseur, en ce sens où il a inventé, dans sa tête, dans son imagination, des choses qui pouvaient sembler totalement irréelles, totalement irréalisables, et qui finalement aujourd'hui sont totalement réelles. Mais mon auteur favori de science-fiction reste, donc là, j'espère pour vous que vous connaissez son nom évidemment, Isaac Asimov. Alors Isaac Asimov, c'est la toute première fois que j'ai lu le roman Fondation. Clairement, j'étais assez jeune, je devais avoir 14-15 ans, et j'ai pas forcément compris. C'était quand même assez soutenu, assez compliqué, et j'avais pas vraiment mesuré la profondeur du truc. Et je me suis refait donc tous les tomes de Fondation dernièrement. Alors bien sûr, à la vitesse où je lis, il m'a fallu 2 ans, hein, évidemment. Mais c'est très simple. Si on prend le temps de le lire et de le comprendre, ces œuvres changent automatiquement notre vision de l'univers. Parce qu'en fait, c'est tellement bien décrit. On comprend, en fait, même si on n'est pas du tout dans ce milieu-là, on arrive à comprendre le mouvement des planètes, les rotations, les trucs. C'est tellement bien expliqué, c'est tellement propre, c'est tellement beau, qu'en fait, on ne peut pas passer à côté. Et il a tellement bien décrit tout ça, qu'en fait, c'est devenu une icône pour tout un tas de fans de science-fiction, parce que, en fait, c'est pareil, c'était parfait, il n'y a rien à acheter. Alors, il y a un truc qui était souvent reproché, moi j'ai pas mal de potes qui sont fans d'Asimov, et en fait, ce qu'il reprochait généralement, c'était que ça mettait un peu du temps à démarrer. C'est-à-dire qu'en fait, dans les romans d'Asimov, on voit pas forcément où il veut en venir. Alors, je vais pas vous les spoiler, parce que même si c'est sorti depuis très longtemps, j'ai vraiment pas envie de vous gâcher ce moment. Si un jour vous décidez de les lire, ce que je vous conseille très 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 fortement, là encore. Mais, comment dire, c'est vrai qu'il y a toute une mise en place. On va présenter souvent assez peu de personnages, il n'y a pas forcément beaucoup de personnages, mais ils ont chacun leur petite spécificité, ils ont souvent donc voilà, des peuples, on va croiser, voilà, sans pour autant vous spoiler comme je dis, mais on va croiser par exemple un personnage qui communique par télépathie avec
tous les membres de sa planète, mais aussi les plantes et tout ça. En fait, c'est une planète qui est devenue vivante. En fait, enfin, toutes les planètes sont vivantes, bien évidemment. Toutes celles qui ont un noyau et peuvent potentiellement abriter la vie, elles sont elles-mêmes vivantes. Mais on va dire, tout est connecté. Voilà, je devrais plutôt utiliser le mot connecté. Et totalement connecté. Et ça, c'est quelque chose que nous, on connaît pas. Mais en fait, il le décrit, il l'amène, il l'explique au fil du temps, pas tout d'un bloc, parce que ce serait trop lourd, ce serait trop... Tout est distillé petit à petit, par les dialogues avec les autres personnages qui essayent de comprendre comment est ce perso, comment fonctionne sa planète. Et en fait, au final, ça nous paraît totalement limpide, en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec Asimov, c'est que dans les 10 dernières pages de chaque roman, au moment où on pense avoir compris où il veut en venir, ah ben non. En fait, il a réussi à nous surprendre encore au dernier moment. Et c'est ça que je trouve absolument parfait. Surtout, lisez Asimov. On trouve ces livres sur des brocantes à 2 €, c'est que dalle. Par contre, faut pas être pressé, parce que ceux qui les ont, généralement, les vendent pas tout le temps. Hein, c'est pas... Voilà. Alors, il y a quand même aussi un petit pan de la science-fiction dont on n'a pas vraiment parlé. C'est le côté steampunk. On n'a pas aussi trop parlé des séries temporelles ou autres. Je pourrais y revenir aussi, mais après ça va peut-être faire une vidéo un petit peu longue. Le steampunk, c'est vraiment un sous-genre qui est assez... vraiment un truc de niche quand même. Et parmi le steampunk, il y a beaucoup de choses. Moi, il y a une série vraiment qui m'a marqué dans le steampunk, c'est Sanctuary. Alors, souvent quand on dit Sanctuary steampunk, non, attends, c'est pas la bonne époque et tout. Oui et non. Certes, souvent les œuvres steampunk se passent vers la fin du 19e siècle, côté néo-victorien, comme on utilise aussi souvent comme terme. Et en fait, dans Sanctuary, ils avaient pris le parti, en fait, donc ça se passe début des années 2000-2010, par là à peu près. Et en fait, la plupart des personnages ont vécu au 19e siècle et ont trouvé un moyen de rester en vie jusque-là. Et en fait, donc il y a vraiment ce côté chronologie, en fait... on va dire, il y a des persos qui sont nés fin du 20e, qui vivent donc vraiment début 21e, et qui côtoient ces personnages du 19e qui sont vraiment très hauts en couleur, souvent très classe et tout, et un petit peu la vision qu'on en avait de l'époque, et surtout dans le steampunk, souvent, les personnages sont assez classe, et souvent très en avance sur leur temps. Alors il y a cette impression souvent dans le steampunk que en fait tout s'est fait à ce moment-là, et depuis en fait on a régressé, ce qui n'est pas vraiment le cas, hein, très loin de là d'ailleurs. Mais voilà, ça fait partie un petit peu de l'essence même du truc. Et franchement, Sanctuary m'a vraiment bien plu. And they need our help. Are you offering me a job here? Welcome to the sanctuary. Donc un petit point quand même rapidement sur les œuvres temporelles. Ce qui me dérange souvent dans les œuvres temporelles, c'est qu'on va avoir l'erreur tout le temps du paradoxe. Qu'est-ce que c'est qu'un paradoxe temporel? C'est tout simplement que, souvent, c'est quand on voyage dans le passé, on va modifier quelque chose dans le passé qui va forcément modifier l'avenir. Sauf que quand les gens retournent dans l'avenir, des fois, ça aurait dû changer et c'est pas le cas. On va prendre l'exemple d'une énorme erreur qu'on a dans le film Retour vers le futur 2. Il y a un moment, donc, le vieux Biff... retourne dans le passé, il retourne en 1955 pour se donner à lui-même l'almanach des sports qui lui permettra de devenir riche. Puis il retourne en 2015. Ni vu ni connu, il remet la voiture là où il l'avait prise, la DeLorean, donc pour tous ceux qui ont vu Retour vers le futur, pour ceux qui n'ont pas vu, il faut rattraper ça évidemment, c'est une évidence. Et en fait, il remet la voiture, et donc le Doc et Marty retournent en 85, où ils découvrent un monde qui a totalement changé, puisque Biff est devenu l'homme le plus riche du monde. Sauf qu'il y a ici une énorme erreur. Quand Biff lui-même est retourné en 2015, il n'aurait pas dû retourner dans le 2015 qu'il connaît lui-même. Il aurait dû retourner dans le 2015, où il est lui-même l'homme le plus riche du monde. Donc il y a ici une énorme erreur, et à partir de là, la moitié de Retour vers le futur 2, et même Retour vers le futur 3, en fait, le scénario ne tient plus. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu cette erreur énorme, et à partir de là, ça n'aurait pas pu avoir lieu. C'est-à-dire qu'en fait, le Doc et Marty n'auraient même pas dû être en 2015 avec la voiture. En fait, tout aurait dû changer à ce moment-là. Alors, ça fait partie justement de ces petites erreurs. Certains partent du principe qu'à partir du moment où on a un changement dans le passé, on crée une nouvelle ligne temporelle. Pourquoi pas, hein, de toute façon, après tout, on n'a pas de preuves pour l'instant, hein, donc why not.
Le truc, c'est que du coup, Biff, en repartant du passé, il aurait de toute façon dû aller sur l'autre ligne temporelle. Donc, l'erreur reste ici. Voilà, alors c'est justement un des trucs qui me gêne souvent avec les séries temporelles. Dans la plupart des séries temporelles, comme ça, on a énormément d'erreurs. Et des fois, ça va être un petit point de détail qui, une fois qu'on l'a vu, nous gâche tout. Alors, voilà, désolé pour ceux qui n'avaient pas repéré cette petite erreur, qui pourtant en fait est une énorme erreur dans Retour vers le futur 2. Alors à côté de ça, par contre, il y a pas mal de petits points de détail qui sont très très sympas. Dans Retour vers le futur, qui reste de toute façon l'un des mythes des sagas temporelles, évidemment. Mais pour moi, les séries qui ont fait vraiment le taf sur le côté temporel, c'est donc assez récemment, il y a 12 Monkeys. Alors 12 Monkeys, elle est vraiment très compliquée, parce que ils vont revenir plusieurs fois aux mêmes époques et tout, ça va vraiment se croiser. Sauf que les scénaristes, ils ont fait un boulot de dingue. Et en fait, j'ai beau fouiller, honnêtement, je ne vois pas d'erreur. Bon, c'est pas plus mal, hein, finalement. Ça veut dire que c'était bien dès le départ. Mais clairement, il faut suivre. Hein. Si on rate un épisode, c'est complètement foiré, on comprendra plus rien. Il y a une autre série que j'avais trouvé vraiment très très cool là-dessus, c'était Continuum. Continuum, alors elle est passée un peu inaperçue chez nous en France, hein, d'ailleurs 12 Monkeys aussi malheureusement. Et franchement, c'était vraiment bien foutu, et on voyait en fait donc avec ces personnages qui étaient partis dans le passé, qui modifiaient certaines choses. Quand ils avaient des nouvelles du futur, du coup, on apprenait que ça s'était modifié aussi. Alors, malgré tout, ça reste une erreur. Comment les gens du futur auraient pu savoir que quelque chose s'était modifié? Puisque du coup, pour eux qui sont restés dans le futur, une modification dans la ligne du temps ne devrait pas se voir pour eux. Elle devrait être logique, en fait. Donc là aussi, il y a une petite incohérence. On retrouve d'ailleurs le même genre d'erreur dans la série Travelers, qui était plutôt pas mal aussi, mais voilà, il y avait aussi ce genre de petites erreurs. Malheureusement, c'est le problème des séries temporelles, c'est que c'est extrêmement difficile de faire en sorte que ça tienne debout tout le long. Il faut vraiment faire très attention. Alors après, il y a ceux qui prennent le parti forcément de voyager dans le futur, auquel cas, si on modifie quelque chose, ça se voit pas. C'est le cas par exemple du film, même d'ailleurs tiré du roman, La machine à voyager dans le temps, tout simplement. La machine à explorer le temps, pardon, excusez-moi. Où ça se passe dans le futur, ils se retrouvent, donc je crois que c'est 700 000 ans dans le futur, donc les humains ne sont plus ceux qu'on connaît, ils ont évolué, et il y a des cousins des humains qui essayent de les bouffer, voilà. Mais du coup, quoi qu'il arrive, dans tous les cas, ça n'influera pas sur le passé, contrairement à l'inverse. Donc là, on ne prend pas forcément de risque, on a quand même du voyage dans le temps, mais on ne prend pas de risque au niveau scénaristique, évidemment. Bref, vous l'aurez compris, la science-fiction pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important, même de primordial. Et du coup, qu'est-ce qui m'a incité aujourd'hui à faire cette petite vidéo, petite vidéo, je crois que ça va être la plus longue de toute l'histoire de Mémoire d'un vieux geek. C'est simplement qu'on m'a fait un petit cadeau, donc on sort du confinement. Et l'un de mes collègues m'a fabriqué ce masque de lui-même, Star Trek. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, allez, c'est l'occasion. Donc, merci à toi Romain.